Bonjour, bienvenue dans cette mini-récup sur l'optimisation. Maintenant, c'est la partie 2 de la mini-récup. On va traiter des sujets suivants. Donc, la traduction d'un énoncé en inéquation. On va parler évidemment des inéquations qui nous amènent à tracer des droites frontières et à trouver les points d'intersection. Donc, il y a toutes ces notions-là en optimisation. Faire un problème d'optimisation, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a ces 7 étapes-là. Dans la première partie, on s'est concentré surtout sur les 3 premières étapes. Puis là, dans la deuxième partie, on va se concentrer sur les 4 étapes qui sont plus graphiques, là, où on va vraiment aller tracer nos inéquations dans le graphique, puis trouver notre solution optimale. Et après ça, évidemment, donner une réponse complète. Alors, c'est parti! Alors, le problème de l'enclos du zoo, c'est le seul problème qu'on va avoir à répondre dans cette mini-récup-là. Alors, je vais commencer par lire l'énoncé. Dans un zoo, on désire mettre des flamants roses et des zèbres dans le même enclos. On sait que nourrir un flamant rose coûte 60 $ et que nourrir un zèbre coûte 110 $. L'enclos doit contenir plus de 19 flamants roses, mais moins de 29. Le nombre de flamants roses ne doit pas dépasser le triple du nombre de zèbres. De plus, il doit y avoir un maximum de 42 animaux dans l'enclos, mais un minimum de 70 pattes. Les propriétaires du zoo désirent minimiser les coûts de nourriture. Combien d'animaux de chaque sorte doivent-ils posséder? Alors, on commence par déterminer les variables, mais j'ai une question là-dessus. Quelle est la bonne identification des variables dans ce problème? Est-ce que A, X c'est pour le nombre de flamants roses et Y pour le nombre de zèbres? Est-ce que X c'est pour le prix de la nourriture des flamants roses et Y le prix de la nourriture des zèbres? Ou est-ce que X c'est la quantité de nourriture pour les flamants roses et Y la quantité de nourriture pour les zèbres? Alors, la bonne réponse, c'est A, le nombre de flamants roses et le nombre de zèbres. Alors, les variables, c'est le nombre de flamants roses et le nombre de zèbres. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé dans la question. Donc, combien d'animaux de chaque sorte doivent-ils posséder? Donc, ce qui varie dans le problème, c'est le nombre de flamants roses et de zèbres. Ce n'est pas la quantité ou le prix pour la nourriture des zèbres et la nourriture des flamants roses. Ça, c'est donné directement. Donc, on ne peut pas s'en servir comme variable. Ce n'est pas des variables, c'est des quantités fixes. Puis après ça, l'autre possibilité qu'on avait dans la question, c'est la quantité de nourriture que chaque animal mange dans une journée. On ne le sait pas. C'est pas donné nulle part, en fait. C'est probablement inclus dans le prix, mais on n'en sait rien. Donc, vraiment, les quantités qui varient, c'est ces deux-là. Maintenant, la deuxième étape, c'est de former notre système d'inéquations. Alors, les deux premières inéquations qu'on essaie de ne jamais oublier, c'est les contraintes de positivité. Parce que, dans le fond, on ne peut pas avoir un nombre de flamants roses négatif. Donc, ça veut dire que X doit être plus grand ou égal à 0. Puis c'est la même chose pour les zèbres, on ne peut pas avoir un nombre négatif de zèbres. Ensuite, ici, on a deux contraintes. Donc, l'enclos doit contenir plus de 19 flamants roses. Donc, c'est vraiment plus de, c'est strictement plus grand que 19. Donc, c'est pour ça que le nombre de flamants roses doit être plus grand que 19 et non pas plus grand ou égal. Donc, il n'y a pas la partie égale. On en veut vraiment plus que 19. Et moins de 29. Là, on parle toujours des flamants roses. Donc, le nombre de flamants roses doit être plus petit que 29. Ici aussi, il n'y a pas la partie égale. Donc, ce n'est pas 29 et moins, c'est vraiment moins de 29. Donc, plus petit. Ensuite, la prochaine inéquation, le nombre de flamants roses ne doit pas dépasser le triple du nombre de zèbres. Donc, le nombre de flamants roses, c'est X. Ne doit pas dépasser, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça doit être plus petit. On doit être en dessous, on ne veut pas dépasser, mais ça peut être plus petit ou égal. OK? Parce que ne pas dépasser, ça veut dire je peux l'atteindre, j'ai le droit d'être égal, mais il ne faut juste pas que je sois plus grand. Donc, mon nombre de flamants roses ne doit pas dépasser le triple du nombre de zèbres. Triple du nombre de zèbres, c'est 3Y. Ensuite, la prochaine inéquation. De plus, il doit y avoir un maximum de 42 animaux. Alors, quelle est l'inéquation qui va avec ça? J'ai une question là-dessus. Quelle est la contrainte reliée à cette phrase? Il doit y avoir un maximum de 42 animaux dans l'enclos. Est-ce que c'est X plus Y est plus petit ou égal à 42, X plus Y est plus grand ou égal à 42, 2X plus 4Y est plus petit ou égal à 42, ou 2X plus 4Y est plus grand ou égal à 42? Alors, la bonne réponse, c'est A, X plus Y est plus petit ou égal à 42. Alors, il doit y avoir un maximum de 42 animaux. Les animaux, ça comprend les deux sortes d'animaux. Donc, on veut le total ou la somme des deux sortes d'animaux. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve X plus Y.
Puis on en veut un maximum. Un maximum, ça veut dire que la somme de mes deux animaux doit être plus petit, parce qu'on veut. D'habitude, on est plus bas qu'un maximum, mais plus petit ou égal. Pourquoi ou égal? Ben parce qu'on peut atteindre le maximum. L'important, c'est de ne pas le dépasser. Et le maximum est fixé à 42. Maintenant, le prochain bout de phrase, on veut un minimum de 70 pattes. Alors, quelle est l'équation avec ça? Qui va avec ça? J'ai une question là-dessus. Quelle est la contrainte reliée à cette partie de la phrase? Un minimum de 70 pattes. Est-ce que c'est x plus y est plus grand ou égal à 70? X plus y est plus petit ou égal à 70? 2x plus 4y est plus grand ou égal à 70? Ou 2x plus 4y est plus petit ou égal à 70? Alors, la bonne réponse, c'est C. 2x plus 4y est plus grand ou égal à 70. Alors, cette fois-ci, la bonne inéquation, c'était 2x plus 4y est plus grand ou égal à 70. Cette fois-ci, il ne suffisait pas de faire juste la somme des deux sortes d'animaux. Là, c'est un nombre de pattes qui nous intéresse. Donc, il fallait la somme de toutes les pattes. Donc, 2x, c'est toutes les pattes de flamant rose, parce que chaque flamant rose a deux pattes. Donc, deux pattes fois le nombre de flamants roses. Et les zèbres ont chacun 4 pattes. Donc, 4 pattes fois le nombre de zèbres, ben ça me donne le nombre de toutes les pattes de zèbre. Et la somme me donne toutes les pattes en tout. Et on veut que ce soit un minimum de 70 pattes. Donc, ça veut dire que je veux plus ou égal à 70 pattes. Donc, c'est pour ça que je veux que le nombre de pattes soit plus grand ou égal à la limite inférieure qui est 70. Maintenant, on peut passer à la troisième étape qui est de trouver la fonction à optimiser. Alors, je vais surligner dans le texte qu'est-ce qui est important pour ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Dans le fond, on veut minimiser les coûts. Donc, quels sont les renseignements par rapport aux coûts? C'est le 60 et le 110 Donc, 60 pour la nourriture pour les flamants roses. Donc, 60 fois le nombre de flamants roses. 60 par flamant rose fois le nombre de flamants roses. Et 110 par zèbre, ce qui est indiqué, fois le nombre de zèbres. Et moi, je préfère remplacer Z par C, qui est plus parlant. Pourquoi C? Parce qu'on parle de coût. Donc, C pour coût. Je vais l'indiquer ça ici. Coût en dollars. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette équation-là? On veut la minimiser. Quand il est question de coût, généralement, on veut que ça coûte le moins cher possible. Donc, on veut minimiser ça. Donc, je vais l'écrire ici. Ma règle ici, elle est à minimiser. Une fois que notre objectif est clair, on va pouvoir passer aux prochaines étapes. Alors, on est rendu à la quatrième étape qui consiste à tracer le polygone de contrainte dans un plat cartésien. Alors, chacune des inéquations qui sont là va représenter une droite frontière et en fait, va représenter une région solution. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place la droite frontière en remplaçant tout simplement le signe d'inégalité par un égal pour savoir où placer notre droite frontière. Et après, on analyse le signe d'inégalité pour savoir de quel côté on doit assurer, quelle est la bonne région de solution finalement. Donc, de quel côté on doit assurer. Mais là, au lieu d'assurer partout puis que ça devienne une œuvre abstraite, on va juste indiquer par une petite flèche de quel côté est notre ensemble de solutions. Bon, avant de commencer, je vais parler un peu de graduation. Donc, moi, j'ai décidé de faire ma graduation principale par des bonds de 5 parce que je savais que, avec la quatrième contrainte, il fallait que je me rende au moins jusqu'à 29 sur l'axe des X. Donc, là, je me suis rendu jusqu'à 42, 43. Et je sais aussi, par exemple, avec cette contrainte-là, qu'il fallait que ma valeur initiale allait être de 42. Donc, il fallait que je me rende au moins jusqu'à 42 sur l'axe des Y, donc ce qui est le cas. Donc, ça devrait aller avec ce graphique-là. Si jamais, toi, ta graduation, tu l'as faite plus petite ou plus grande, mais ce que ça fait, c'est que ton polygone de contrainte va soit être tout petit, puis là, on ne verra pas bien ce qu'on veut observer, ou bien ton polygone de contrainte va être trop gros, puis il va déborder du graphique. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de réfléchir un peu à notre graduation avant de commencer. Alors, première des choses, je vais placer les deux contraintes de positivité. Si on veut que les x soient plus grands ou égaux à 0, c'est toute la partie de l'axe des x qui va de 0 justement à l'infini. Donc, finalement, ça veut dire que c'est à droite de l'axe des y. Donc, je vais indiquer ça par une flèche. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'être à droite de l'axe des y. Si je veux que les y soient plus grands ou égaux à 0, ça veut dire que là, je vais être en haut de l'axe des x. Okay? Autrement dit, avec les deux contraintes de positivité, ça veut dire que je veux être dans le premier quadrant. Maintenant, pour la troisième contrainte, je veux que mes x soient plus grands ou égaux à 19. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par remplacer ou s'imaginer que c'est un égal. Donc, x égale 19, ça, c'est l'équation d'une droite verticale. On a ce type d'équation-là. Puis, elle est où? Elle est à 19, justement. Donc, je me mets une droite verticale. Je l'ai mis en ligne pointillée parce que c'est strictement plus grand
OK? Donc, quand il n'y a pas la petite partie égale, le petit symbole d'égalité, dans le fond, ça doit être une ligne pointillée. Et puis, je veux des x plus grands, donc je veux la partie plus située à droite, finalement, de cette droite frontière. Je vais aller mettre ma petite flèche ici en haut. Je veux que ça soit à droite. L'autre inéquation, ben, c'est le même principe. Donc, je m'imagine que c'est x égale 29, donc je vais mettre une droite verticale à 29, mais je veux des x plus petits, donc cette fois-ci, je vais aller vers la gauche, qui va donner des x plus petits. Donc, dans le fond, ça veut dire que mon polygone de contrainte va être entre ces deux droites frontières-là. Maintenant, pour la cinquième contrainte, c'est-à-dire x est plus grand ou égal à 3y. Alors, cette inéquation-là, n'est pas écrite sous la forme fonctionnelle, c'est-à-dire la forme y égale ax plus b. Alors, dans ce temps-là, il y a différentes façons de procéder pour tracer cette droite-là. C'est soit de la transformer pour qu'elle soit écrite en forme fonctionnelle, ou bien on y va avec des valeurs de x de notre choix, puis on calcule la valeur de y correspondante, ou le contraire. Okay? Après tout, il suffit d'avoir 2 points pour pouvoir placer notre droite, pour pouvoir tracer une droite dans un graphique. Donc, si je pars de cette inéquation-là, que je remplace là, le signe d'inéquation par un égal. Donc, j'aurai x égale 3y. Donc, ça, c'est l'équation avec laquelle je vais travailler. Alors, je choisis une valeur de y. Si je choisis, par exemple, un y de 0, pourquoi pas commencer par 0? Donc, alors mon x serait égal à 3 fois 0. 3 fois 0, ben, ça donne 0. Donc, ça veut dire que ma droite va passer par le point 0, 0. Donc, 0, 0. Alors, si ma droite passe par le point 0, 0, je peux aller le placer dans le graphique. Parfait, c'est fait. Maintenant, si je me choisis une autre valeur de y, par exemple un y de 5, ben là, mon x va être de combien? Donc, il va être de 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, ça veut dire que quand le x est de 15, c'est parce que j'ai un y de 5. Donc, ça veut dire que cette fonction-là, ou cette droite-là, passe par le point 15, 5. Je peux aller placer ce point-là dans le plat cartésien. Donc, 15, 5, ben, ça se trouve être pas mal ici. Alors, quand j'ai 2 points dans un plat cartésien, on peut tracer la droite qui passe par ces 2 points-là. Et voilà. Cette fois-ci, j'ai mis la droite, j'ai mis une ligne pleine parce que c'est plus petit ou égal. Donc, quand il y a la partie égale, on met une ligne pleine. Et maintenant, j'ai une question à savoir, est-ce que je dois achurer en haut ou en bas de cette droite-là? Alors, de quel côté de sa droite frontière la résolution de l'inéquation x est plus petit ou égal à 3y est-elle située? Est-ce que c'est en bas, en haut, à droite ou à gauche de la droite frontière? Alors, la réponse, ou en fait, les réponses, c'est en haut, à gauche. Alors, il y avait 2 réponses possibles, on va voir pourquoi. Alors ici, l'inéquation est écrite, pas écrite sous la forme fonctionnelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord isoler y. Pour isoler y, ben, je divise par 3 des deux côtés. Donc, je me retrouve avec x sur 3 est plus petit ou égal à y. Mais nous, c'est plus facile, c'est plus révélateur quand on met le y du côté gauche. Alors, je vais juste inverser toute l'inéquation. Donc, si x est sur 3 est plus petit ou égal à y, ben, ça veut dire que y est plus grand ou égal à x sur 3. Donc, y est plus grand ou égal à x sur 3. Et là, quand c'est écrit de cette façon-là, y, le signe d'inéquation et l'expression en termes de x, ben là, on peut facilement savoir où on achure notre région solution. Donc, on veut la région qui est plus grande ou égale à la droite frontière. Donc, ça veut dire la région qui est en haut de la droite frontière. Mais là, je disais que ça peut être aussi à gauche. Ben oui, parce que si je suis en haut de la droite frontière, ben dans le fond, je me trouve être en quelque sorte à gauche de la droite frontière. Pourquoi ça fonctionne? Ben c'est parce qu'on veut des x plus petits ou égal à cette droite frontière-là. Si je veux des x plus petits ou égal, quand on a des x de plus en plus grands, ben on s'en va vers la droite. Quand on veut des x plus petits, ben on s'en va à gauche. Donc, de dire que je suis en haut de la droite frontière ou de dire que dans le fond, je suis à gauche de la droite frontière, ben, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'en haut et à gauche, c'était 2 solutions, 2 réponses qu'on pouvait accepter à la question précédente. Pour la prochaine inéquation, x plus y est plus petit ou égal à 42, ça c'est intéressant. D'abord, je remplace par un égal. Quand j'ai cette forme d'équation-là, c'est le fun parce que si je remplace x par 0, je me retrouve avec y égale 42. Donc, ça veut dire que quand x vaut 0, y vaut 42. Ça veut dire que cette équation-là passe par le point 0,42. C'est la même chose si je remplace y par 0. Donc, je me retrouve avec x égale 42. Donc, ça veut dire que x vaut 42. Quand x vaut 42, y vaut 0. Donc, c'est à peu près ici.
Fait que ça veut dire que dans le fond, la valeur initiale est 42, l'abscisse à l'origine est de 42. Fait que je place mes points à 42 et à 42 et je relie par une droite. C'est pas plus compliqué que ça. Je mets une ligne pleine parce qu'il y avait la partie égale. Et là, on veut, si je mets le x de l'autre côté, je veux des y plus petits que 42 moins x. Donc, je veux des y plus petits que la droite frontière, c'est-à-dire en bas. On fait à peu près la même chose pour la prochaine, mais cette fois-ci, 2x plus 4y égale 70. Je remplace par un égal. Là, cette fois-ci, je ne peux pas mettre mon point de départ puis mon point d'arrivée à 70. Parce que là, il y a des coefficients différents. Okay? Ce n'est pas juste 1x et 1y, c'est 2x et 4y. Donc, là, je peux remplacer x par 0 pour savoir quelle va être la valeur de y. Donc, je remplace x par 0, ça fait 2 fois 0 pour ce terme-là, ce qui fait 0. Donc, je me retrouve avec 4y égale 70. Donc, je divise par 4 et ça fait y égale 17,5. Donc, quand x vaut 0, y va être de 17,5. Donc, on est, bon, entre 15 et 20, on est environ là. Donc, j'ai le point 0, 17,5. Et puis, si je remplace y par 0, pour savoir ce que ça donne, bien, ce terme-là vaut 0. Je me retrouve avec 2x égale 70. Donc, je divise par 2. Ça fait x égale 35. Donc, j'ai le point 35 quand y est 0. Donc, j'ai le point 35, 0 qui va là. Donc, ma droite va passer par ces deux points-là. Je les relie. Je place une droite pleine parce qu'il y avait la partie égale. Et cette fois-ci, je veux que le y soit plus grand que la droite frontière. Donc, je vais assurer la région du haut. En fait, je vais l'indiquer par une flèche. Maintenant que j'ai toutes mes flèches, ça veut dire que je veux que ça soit entre les deux lignes pointillées, je veux que ça soit entre ces deux lignes obliques-là, je veux que ça soit au-dessus de la droite rouge. Donc, mon polygone de contrainte, ben, il est délimité ici. Maintenant, je peux aller placer des sommets sur ce polygone de contrainte-là et trouver les coordonnées de chacun des 5 sommets. Il est toujours possible de déterminer les coordonnées de tous les sommets du polygone de contrainte directement sur le graphique. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, c'est faux. OK? On peut souvent les lire sur le graphique, mais pas toujours. Des fois, ça n'arrive pas à des coordonnées entières. Alors, on va y aller un par un. Alors, par exemple, le point qui est ici, bien, il est sur la droite verticale à x égale 19. Donc, c'est sûr que sa coordonnée en x est de 19. Puis, sa coordonnée en y, bien, elle semble être à 23. OK? Mais est-ce qu'on est certain que c'est à 23? Bien, on peut aller le vérifier. Donc, on est sur la ligne verte, donc on sait déjà que x vaut 19. Puis, on est aussi situé sur la ligne bleue. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter cette équation-là. Dans le fond, si on met un égal. Donc, si mon x vaut déjà 19, 19 plus quoi donne 42? Alors, je peux soustraire 19 et je trouve que le y est de 23. Donc, on avait raison, c'est bel et bien les coordonnées 19, 23, c'est les coordonnées de ce point-là. C'est des coordonnées entières. Alors, c'est la même chose pour celui-là. On a un x de 19 aussi. Donc, je vais aller écrire ça ici. Puis, on a un y de 8, une valeur de y de 8. Celui-là, il y a aussi des coordonnées entières. Ces coordonnées, c'est 21, 7. Donc, je vais l'identifier aussi sur le graphique, 21, 7. Ensuite, le point qui est sur la ligne orange et bleu en même temps. Donc, s'il est sur la ligne orange, bien, ça veut dire que son x est de 29, celui-là. Et il a un y de 13. Parce que 29 plus 13, ça donne 42. Et finalement, il y a juste le point qui est sur la ligne rouge et la ligne orange en même temps qui n'a pas des coordonnées entières. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les coordonnées d'un point d'intersection entre deux droites? Il y a plusieurs stratégies possibles. Une des stratégies, c'est la méthode de comparaison. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit les deux équations en question. Donc, par exemple, j'ai x égale 29 parce qu'on est sur la droite verticale en x égale 29 et x égale 3y parce que ça, c'est l'équation de la droite rouge. Je peux faire la méthode de comparaison en mettant x égale x, donc c'est-à-dire l'expression 29 égale 3y. Et pour isoler y, ben, je divise par 3 des deux côtés. Donc, je divise 3y par 3. Et je divise 29 par 3. Et j'obtiens 29 tiers. 29 tiers, ben, c'est 9,6 périodiques. Donc, ce n'est pas tout à fait à 10. Donc, les coordonnées là, ici, ce n'étaient pas des coordonnées entières. Donc, je vais aller l'écrire. Je vais l'écrire ici. Là, je suis un peu loin. Alors, je suis à 29 en termes de x. Et en y, c'est 9, disons que je vais écrire 9,67. Ça va être suffisamment précis. Là, j'ai mes coordonnées de mes 5 points. Je vais être capable de passer à la prochaine étape. Maintenant qu'on a trouvé les coordonnées de nos 5 sommets, il faut trouver le sommet qui est optimal
par rapport à notre mise en situation. Il y a deux façons pour ça, c'est soit d'y aller avec un tableau ou avec la droite baladeuse. Allons-y avec le tableau pour commencer. Donc, ce qu'on a à faire dans le tableau, il y a 3 colonnes. Dans la première colonne, je mets les coordonnées de mes 5 sommets que j'ai trouvés précédemment. Dans la deuxième colonne, je vais faire les calculs en utilisant la règle de la fonction optimisée. Okay? Ce qui va me permettre de calculer les coûts correspondant à chacun des 5 sommets. Et je vais écrire le résultat dans la troisième colonne. Donc, j'écris ma règle, C pour les coûts égale 60x plus 110y. Mon x, je vais le remplacer par la coordonnée x de ce sommet-là, donc qui est 19. Et le y, je remplace par le y de ce sommet-là, donc 23. Et je fais le calcul, donc 60 fois 19 plus 110 fois 23, ça donne 3670. Donc, ça coûterait 3670 $ quand on utilise ce sommet-là. On fait la même chose pour tous les autres sommets, donc j'utilise toujours la même règle, mais cette fois-ci, je remplace par 19 et par 8 pour les deux sommets, pour les coordonnées x et y. Je fais la même chose pour les autres pour chacun des sommets. Et j'écris mes coûts. Donc, pour le sommet 19,8, on a un coût de 2020 $. Donc, on se rend compte que ça coûte moins cher que le premier. C'est bien, parce que notre objectif était de minimiser les coûts. Pour la troisième, ça coûte 2030 $. Donc, c'est très proche, mais c'est un petit peu plus cher. Pour le troisième, on a 3170 $. Donc, on est plus cher. Et le dernier, c'est 2803 $. 2803 et 33 sous. Bon. Alors, finalement, ça semble être le deuxième qui est le sommet optimal. Maintenant, on va y aller avec la méthode de la droite baladeuse. La méthode de la droite baladeuse, ce n'est pas une méthode qui est obligatoire. Si tu as déjà fait le tableau au complet, tu pourrais passer à la prochaine étape. La droite baladeuse, c'est que ça permet d'éliminer des sommets qui ne sont pas des sommets optimales. Donc, quand il y a plusieurs sommets, ça peut être pratique pour sauver du temps. Alors, la droite baladeuse, c'est une droite avec une certaine pente. Alors, quelle est la pente de ma droite baladeuse? La pente d'une droite baladeuse, c'est toujours moins A sur B. Bon, c'est quoi A et B? A, c'est le coefficient devant la variable x dans ma règle de la fonction optimisée, et le B, c'est le coefficient devant la y. Donc, dans notre cas, ça serait moins 60 sur 110. Donc, moins 60 sur 110. Si je simplifie, ça fait une pente de moins 6 onzièmes. Alors, j'en ai mis un exemple de droite baladeuse ici. Donc, j'ai une pente de moins 6 onzièmes, puis je l'ai placé, pour l'instant, j'ai placé sa valeur initiale à 23. Ça, c'est moi qui l'ai choisi. Fait que là, dans le fond, ma droite baladeuse est pas mal au centre de mon polygone de contrainte. On appelle ça une droite baladeuse parce qu'on la balade, c'est-à-dire on la promène vers le haut et vers le bas, toujours de manière parallèle. Donc, si je la déplace vers le haut, on se rend compte que le dernier point qu'on va toucher, c'est celui-là, que ses coordonnées, c'est 19,23. 19,23, ça nous donnait des coûts de 3670 $. Donc, c'est lui qui nous donnait les coûts les plus élevés. Ça ne m'intéresse pas parce que nous, on veut minimiser les coûts. Alors, je vais déplacer ma droite baladeuse vers le bas. Je la déplace toujours de manière parallèle pour que ça conserve la même pente. Et là, rendu ici, je me rends compte que on va toucher le point 21,7, puis à la fin, on va toucher le point 19,8. Donc, c'est le dernier point qu'on va toucher, fait que c'est celui-là, le sommet, qui va minimiser ma fonction. Donc, au lieu de calculer les coûts pour tous les sommets, j'ai juste besoin de calculer les coûts pour le sommet qu'on touche en dernier quand on monte et le sommet qu'on touche en dernier quand on descend notre droite baladeuse. Donc, j'ai juste besoin de le faire pour les 2 rangées de mon tableau au lieu de le faire pour 5 rangées de mon tableau. Nous, on voit que c'est le point 19,8 qu'on va toucher en dernier, puis ça confirme effectivement parce que c'était lui qui avait les coûts les plus bas quand on a rempli le tableau. Donc, 19,8, ça semble être le bon sommet. J'ai une question par rapport à ça. Le sommet 19,8 ne peut pas être utilisé comme réponse finale dans cette situation. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai qu'il ne peut pas être utilisé comme réponse finale. Alors, la solution 19,8 ou le point 19,8, c'est celui qui donnait le coût le plus bas. Mais on ne peut pas le prendre parce qu'il est sur une ligne pointillée. On doit prendre nos points qui sont sur des lignes pleines parce que lui ne fait pas partie de l'ensemble solution. Mais là, il faut faire attention, ce n'est pas parce que je refuse de prendre 19,8 que c'est nécessairement le point 21,7 le meilleur. Alors, il faut aller explorer un peu plus en détail ce qui se passe dans cette région-là. Alors, j'ai zoomé un petit peu plus sur mon graphique pour observer attentivement. Donc, on ne peut pas prendre le point 19,8, je l'ai barré dans mon tableau. Le point 21,7 était quand même bon au niveau du coût.
on pourrait être tenté d'aller vérifier un point entre les deux, un point sur la droite frontière entre les deux. Donc, si je vérifie vraiment ce point-là, il y a comme coordonnées 20 et 7,5. Je ne peux pas prendre le point 20, 7,5 parce que ce ne sont pas des coordonnées entières. Dans les problèmes d'optimisation, il faut souvent avoir des coordonnées entières. Quand il est question de nombre de personnes, nombre d'objets ou nombre d'animaux, ça doit être des coordonnées entières. On ne peut pas avoir 7,5 zèbres dans un enclos. Donc, soit j'en ai 7, soit j'en ai 8. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le point 20, 7,5, mais on peut prendre le point juste au-dessus dont les coordonnées sont 28. 28. Donc, ça veut dire 20 flamants roses et 8 zèbres. Est-ce que ce point-là est meilleur que le point 21,7 qu'on avait? Bien, c'est ça qu'on va vérifier. Donc, 28, je fais le calcul. Donc, 60 fois 20 flamants roses plus 110 fois 8 zèbres, ça me donne un total de 2080 2080. Donc, ça coûte un peu plus cher que le point 21,7 qui donnait 2030 Et après ça, il y aurait le point aussi, on pourrait aller regarder le point 21,8, mais ça ne sera pas mieux parce qu'il y a un animal de plus. Si y a un animal de plus à nourrir, ça va coûter plus cher. Alors, finalement, le point optimal, c'est le point 21,7. On peut donner une réponse complète. Avant, je vais aller confirmer le tout avec ma droite baladeuse. On se rend compte là, avec la droite baladeuse qu'on va toucher le point 28 juste avant d'aller toucher le point 21,7. Donc, ça confirme que c'est bel et bien 21,7 la bonne solution. Alors, maintenant, je peux donner ma réponse complète. Alors, la solution, c'est le point 21,7. Attention, ça, ce n'est pas une réponse complète. Pour avoir une réponse complète, il faut donner une phrase complète qui tient compte du contexte, comme ceci. Alors, pour minimiser les coûts, donc on se rappelle de l'objectif, minimiser, il faut 21 flamants roses et 7 zèbres. Donc, il ne suffit pas de dire 21,7 pour dire 21 quoi et 7 quoi. Donc, 21 flamants roses et 7 zèbres dans l'enclos pour un coût total de 2030 Et c'est important de donner justement quel est le coût que ça donne ces deux points-là ou ces deux valeurs-là. Voilà. C'est ce qui conclut cette mini-récup sur les problèmes d'optimisation. Pour terminer, j'ai quelques conseils pour toi. Prends le temps de bien identifier tes variables parce que ça a de l'influence pour tout le reste du problème. Même chose pour les contraintes. Prends ton temps, vas-y une phrase à la fois pour établir toutes tes contraintes et ne pas en oublier. Maintenant, si tu bloques sur une contrainte, tu es mieux quand même de continuer ton problème, qui est d'avoir une erreur sur une contrainte, mais d'avoir un problème complet, plutôt que d'avoir un problème incomplet. Et finalement, si tu n'as pas vu la première partie de cette mini-récup, je te conseille d'aller le voir. On s'attarde en particulier sur les 3 premières étapes. Et va aussi consulter la fiche où on retrouve les 2 vidéos. Alors, à la prochaine!